Ces hommes font partie du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Avec une intervention toutes les 5 minutes, il bat chaque année un record national en effectuant près de 130 interventions pour 1000 habitants. Avec 2500 marins du feu, c'est l'unité de la Marine nationale dont l'effectif est le plus important. Cette caserne veille sur la deuxième ville de France, mais également sur sa façade maritime. Doté de 7 sections opérationnelles spécialisées, le bataillon de marins-pompiers de Marseille répond à toutes les urgences, avec un objectif permanent, intervenir en moins de 10 minutes entre l'appel et l'arrivée sur les lieux. Si le bataillon est considéré comme l'une des unités les plus performantes d'Europe, il le doit à l'engagement sans faille de ses marins-pompiers. Marseille, c'est aussi des arrondissements entourés de nature, constitués de pinèdes et de garrigues qui, pendant l'été, s'enflamment à la moindre étincelle. Une devise est gravée dans le cœur de cette élite. S'il y a des vies qui vous sont chères, pour le bataillon, elles le sont toutes. Intervention GIF. Pour l'ensemble en mon commandement, garde à vous. Ce 15 juillet, un pyromane met le feu à différents endroits de la Côte Bleue, provoquant plusieurs incendies. Les Canadaires sont déclenchés, mais le Mistral entre dans la partie et les feux encerclent la ville de Carry-le-Rouet et ses habitants, qui se réfugient sur les plages et dans les calanques. Le feu, il est là. Pour embrasser la carrière de jeunes marins-pompiers, les jeunes recrues sont mis à rude épreuve au centre d'entraînement aux techniques d'intervention et de survie. Premier objectif, le BAT, le brevet d'aptitude technique. Marseille est unique en France, traversée de part en part jusqu'au centre-ville par des autoroutes et d'anciennes nationales, les fous de vitesse s'en donnent à cœur joie. Et puis il y a la caserne de Pointe-Rouge, en alerte permanente, prête à porter secours par tous les temps aux bateaux en difficulté. C'est un entraînement qu'on fait depuis qu'on rentre au bataillon, qu'on apprend à maîtriser notre cerveau, je pense, pour pas justement qu'on puisse rentrer en panique et mettre en danger les gens avec qui on intervient. Les plages de Marseille se succèdent le long de la corniche en direction de la Pointe-Rouge. Ce 15 juillet, des milliers de Marseillais et touristes qui font face à la Méditerranée découvrent un étrange panache de fumée gigantesque arrivant tout droit sur eux. Un incendie est déclaré à Carry-le-Rouet. On a un départ de feu, on voit le panache qui est du toit du CIS de la Pointe-Rouge. C'est un dessin qui descend. Les marins-pompiers de la caserne de Pointe-Rouge tentent de repérer précisément l'origine de cet incendie et consultent les prévisions météo pour suivre l'évolution du Mistral. On est monté sur le toit du CIS, de Pointe-Rouge, l'équipe complète, parce qu'on voyait ce panache. Donc on voyait la fumée qui venait d'en face, on se demandait d'où ça venait. Il y a le patron vedette qui est juste à côté de moi, à ce moment-là. Et sur le toit, je le regarde, je dis, à mon avis, tu devrais te préparer, parce que tu vas pas tarder à partir. De l'autre côté de la baie, à l'ouest de Marseille, les HBE sont déjà en action. Ces hélicoptères bombardiers d'eau tentent d'étouffer les foyers de cet incendie avant qu'ils ne prennent la ville de Carry-le-Rouet en tenaille. D'importants moyens aériens sont mobilisés. Des avions bombardiers d'eau avec 7 Canadair et 2 Tracker et 3 hélicoptères HBE.
Les Canadair prennent la direction de l'étang de Berre pour faire le plein. La phase d'écopage est primordiale, car le Mistral et la houle sont de la partie. Ce sont les ennemis du Canadair. Aujourd'hui, l'approche de l'étang de Berre se fait sans difficulté. Chargés de 6 tonnes d'eau, les Canadair mettent cette fois le cap sur Ansuès-la-Redonne et sa ville voisine, Carry-le-Rouet. Pendant ce temps, les marins-pompiers de Pointe-Rouge ont été mobilisés pour se rendre sur zone. Il y a 1, 2, 3. 7, ça va. Là. Ah oui, il y a 7 Canadair. Appelé par le CROSSMED, le Centre régional des opérations de secours et de sauvetage de la Méditerranée. L'équipage de la Bonne Mère de Marseille se dirige vers Carry-le-Rouet pour assurer la coordination des secours et des opérations d'évacuation des habitants piégés par l'incendie. Yann, le patron de la vedette, règle sa radio sur le canal dédié à l'opération de sauvetage. La vedette de la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer, armée par les marins-pompiers, est dotée de 2 moteurs de 500 chevaux chacun qui lui permet d'atteindre une vitesse de 25 nœuds, 46 km/h. Grâce à sa longueur de 16,80 m et une largeur de 4,60 m, elle peut accueillir jusqu'à 21 personnes. En cas de difficulté d'approche de la côte, la vedette accouche d'une annexe capable d'embarquer 4 personnes à son bord. Oh là là, on voit les... J'ai fait tout ça, là. J'ai fait tout. C'est à l'approche de Carry-le-Rouet que l'équipage de la Bonne Mère de Marseille prend la mesure de la vitesse à laquelle l'incendie progresse. Patrick prend contact avec l'ensemble des secours nautiques appelés en renfort. Le long de la côte bleue, le panache de fumée éclipse un instant le soleil. La vedette de la caserne de Pointe-Rouge contourne l'épais nuage produit par l'incendie et vient se placer face à Carry-le-Rouet. L'incendie nourri par un Mistral de 70 km/h progresse avec violence. À l'ouest, un premier feu parti du col de l'Agata s'est rapidement propagé en direction de Martigues et de la Couronne. À l'est, un deuxième incendie s'est déclaré à Ansuès-la-Redonne. La ville de Carry-le-Rouet se retrouve ainsi encerclée par les flammes. Vu le vent et vu la configuration des lieux, il y a des gens qui sont dans les calanques, puisque là-bas aussi ils ont des calanques, qui sont près de la mer, dans les ports. Et vu la densité de la fumée, il y a des gens qui sont certainement réfugiés dans les petits ports. Et donc ils n'ont aucun moyen d'évacuation par la terre. Donc il faut envisager l'évacuation par la mer. On a regroupé tous les bateaux réquisitionnés. Donc le patron vedette est en contact avec eux. Il est en contact avec le CROSS. Moi, je suis en contact avec mon COSIM. Et je suis en contact avec l'officier sapeur-pompier. Il est 17 h. La situation est délicate. L'incendie arrive aux portes de la ville. Il a déjà provoqué une évacuation d'une 50aine de personnes par la mer. Patrick, chef de groupe, coordonne l'opération de sauvetage avec tous les différents centres opérationnels de secours. C'est quoi le nom de votre embarcation? Mettez Vaillant, Le Vaillant, ouais. Vous pouvez embarquer combien de personnes à bord? 6 personnes. 6 personnes, y compris vous? Donc 4? 6 en plus? Ouais. Ok. Le Valiant et 6 personnes. À l'arrivée de la vedette de Pointe-Rouge sur les lieux, la décision a déjà été prise par les centres opérationnels d'embarquer une partie de la population amassée sur les plages et les criques. Touristes et habitants de Carry-le-Rouet sont progressivement transférés vers l'Estac, le 16e arrondissement de la cité phocéenne, situé au nord de Marseille. À partir de ce moment-là, on définit une tactique qui est d'envoyer les moyens nautiques les plus légers, donc les Zodiacs, au plus près des côtes et essayer de faire un recensement des personnes qui sont prises par les fumées et qui ne peuvent plus retourner à leur véhicule. L'épaisse fumée de l'incendie qui dévale sur Carry-le-Rouet empêche Patrick de repérer précisément les lieux sur la côte où les habitants en panique se sont réfugiés. À bord, l'ordre d'évacuer vers Marseille est confirmé. On évacue sur le port de l'Estac.
On reste que devant l'espace Mistral, il y a la plage RTR. On va essayer. L'hélice, l'embarcation légère d'incendie et de secours des marins-pompiers, et les autres moyens nautiques assurent le transfert des touristes piégés dans les calanques. Vers cette navette, l'Aiglon 3, qui assure habituellement la découverte pour les touristes des calanques de Marseille à Cassis. Réquisitionné par les secours, l'Aiglon 3 se remplit peu à peu des habitants et touristes de Carry, qui vont être transférés vers le nord de Marseille. Vous allez chercher à me contacter tout à l'heure. Ils sont partis avec la gendarmerie tout à l'heure aussi. À bord de la Bonne Mère, Yann et Patrick coordonnent et évaluent minute après minute cette grande opération de sauvetage. Voilà le point. Minimum 80 personnes encore présentes sur les lieux reçus. L'Aiglon 3, qui peut accueillir 153 personnes, arrive à saturation et attend les derniers évacués. Une douzaine d'entre eux, qui se sont écartés des plages, ont été repérés dans une petite calanque. La petite plage est en train de finir de se faire vider par nos homologues de la gendarmerie départementale. Mon annexe se dirige droit sur la calanque de Figuière où semble-t-il il y aurait besoin de services. Tu vas avoir une annexe. A bien pris, on a encore... Sur la carte, un membre de l'équipage repère la calanque dans laquelle les marins-pompiers vont devoir porter secours en urgence aux 13 derniers évacués de Carry-le-Rouet. Allez messieurs, vous allez en soutien, prenez une VHF, vous allez en soutien de l'EIS. Calanque de Figuière, apparemment, il y a encore du monde. Yann, le patron de la vedette, vient de déclencher un binôme de plongeurs avec l'annexe. Un mini Zodiac, logé à l'intérieur de la vedette. C'est bon devant? T'as lâché le wish là? Grâce à sa petite taille et son fond plat, les plongeurs atteignent la côte rapidement, sans risquer de s'échouer sur un rocher. Très vite, les rescapés de l'incendie sont repérés. Certains voulaient rebrousser chemin. Là, vous ne pourrez pas remonter, là. Il y a trop de fumée derrière. C'est bloqué, là. Le feu, il est là. Et... Trois personnes avec nous. L'annexe ne peut embarquer que 3 personnes maximum. Ouais, je te laisse monter. Tu mettras ton gilet à bord. D'autres Zodiacs sur zone vont pouvoir prendre le relais et embarquer les 10 personnes restantes. Par chance, la calanque de Figuière, à l'abri du Mistral, a protégé les habitants des fumées toxiques de l'incendie. L'évacuation se fait dans le calme. Les derniers évacués rejoignent l'Aiglon 3. Si la majorité des 5000 habitants de Carry-le-Rouet ont eu le temps de quitter leur commune par la route, à 19 h, 150 personnes se trouvant sur les plages, sur le port du Rouet et dans les calanques ont été évacuées par la mer. Mission accomplie. L'annexe rejoint la Bonne Mère de Marseille. Moindre, tu vois. Eux, ils étaient dans la plage, sur la plage. Eux, ils étaient sur la plage, ils avaient la fumée plein fer, ils ont pu venir. Ceux qui étaient là, Ils savaient pas ce qui se passait au-dessus en fait. si, ils ont vu, mais ils n'ont pas cherché à comprendre. Dès qu'on est arrivé, ils ont pris leur sac et on voyait qui voulait venir. L'opération de sauvetage s'achève au coucher du soleil. Le Mistral s'est adouci, mais l'incendie continue de ravager les communes d'Ansuès-la-Redonne et de Carry-le-Rouet. La tombée de la nuit annonce la dernière rotation des Canadaires, qui jettent leur dernière force dans la bataille. Assoiffés par une sécheresse de plusieurs mois, les collines qui entourent Carry-le-Rouet s'embrasent comme des fétus de paille. Toute la nuit, 500 sapeurs-pompiers, une centaine de marins-pompiers, 130 véhicules lutteront contre ce feu pour l'empêcher de plonger sur la commune de Carry-le-Rouet. Au petit matin, l'incendie est fixé. 330 hectares se sont envolés en fumée, détruisant, une fois de plus, le paysage sauvage qui borde la côte bleue. C'est un pyromane âgé de 36 ans qui est à l'origine de cet incendie. Écroué, il risque jusqu'à 15 ans de prison. Par chance, les flammes ont terminé leur course à la lisière de la ville.
Cette fois, nous partons en direction d'un lieu que redoutent la plupart des jeunes recrues du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Le CETIS, le centre d'entraînement aux techniques d'incendie et de survie. Ici, des simulateurs mettent à rude épreuve les marins-pompiers. Ce bâtiment reproduit les différents scénarios d'un feu sur un navire. Les marins-pompiers, élytreuillés, y sont soumis à des épreuves du feu, chaque fois différentes. Ces exercices d'incendie sont pilotés par ordinateur et jugés par des marins-pompiers formateurs. Munis de caméras thermiques, les jeunes marins-pompiers mettent en œuvre les techniques acquises en caserne et apprennent surtout à maîtriser leurs émotions. Aujourd'hui, de jeunes marins-pompiers ont été convoqués pour passer leur BAT, le brevet d'aptitude technique. Première étape pour devenir sous-officier dans la Marine nationale. S'il est un rendez-vous à ne pas manquer, c'est bien cet examen de base pour devenir chef d'équipe. Ce que vous avez fait la semaine dernière, ça doit vous servir de leçon. Adossé contre le mur, Maxime est un peu stressé. Les grisés, on n'en parle même pas. Faites pas n'importe quoi quand même. Je parle d'un échauffement du matin, hein, histoire de ne pas se faire mal, ok? Alors, bien sûr, on va commencer par la nuque, bien sûr. Allez. Maxime n'aura aucun droit à l'erreur pour son examen. Il va devoir prouver qu'il est apte à diriger un équipier en binôme, être précis dans ses gestes et sûr de lui pour affronter un appartement en feu. Tout au long de l'épreuve, des experts vont noter son intervention. L'épreuve va se dérouler dans un simulateur grandeur nature. Le simulateur qu'on surnomme la villa reproduit un immeuble d'habitation avec différents points que l'on peut rencontrer dans la réalité. Ces différents points, on a un feu de garage, un feu de cuisine, un feu d'appartement avec des cheminements plus ou moins longs, parfois complexes, dû à la chaleur. Et on essaie de reproduire un environnement qui leur permette d'apprécier au mieux, et dans le futur, ce qu'ils peuvent rencontrer en intervention. Maxime et son équipier vont devoir grimper pour un incendie avec tout le matériel nécessaire au premier étage de cet immeuble, car celui-ci ne possède pas de colonne sèche. Une colonne sèche est une conduite rigide, vide, qui parcourt le bâtiment des sous-sols jusqu'aux étages supérieurs d'un immeuble. Un véhicule à incendie vient se brancher sur une entrée de la colonne sèche pour l'alimenter en eau. Les marins-pompiers chargés d'attaquer un incendie montent à l'étage concerné ou celui directement inférieur et se raccordent à l'autre extrémité de la colonne sèche. Maxime est prêt. À vos tours. Vous pouvez être évalué. Messieurs, on part pour un feu de cuisine. Premier étage d'un immeuble d'habitation R+3. On n'a pas de notion de victime à l'appel. À vos rangs. Traduction, un incendie dans une cuisine est signalé au premier étage d'un immeuble de 3 étages. Maxime et son coéquipier doivent mettre en place le plus rapidement possible un établissement de tuyaux entre le fourgon à incendie et le point d'attaque, au premier étage. Ces tuyaux levés sont destinés à être transportés à l'épaule dans les escaliers. L'ensemble tuyaux, tenues de feu, lance à incendie et appareils respiratoires pèse près de 30 kg. Sous leur combinaison et par 40 degrés au soleil d'août, les marins-pompiers doivent posséder une forme physique exceptionnelle. L'établissement des tuyaux a été correctement mis en place et s'est effectué en moins de 3 minutes. Maxime et son coéquipier doivent pénétrer maintenant dans la cuisine en flammes. Mais avant, ils ne doivent pas commettre l'erreur de foncer tête baissée dans un local en feu. Un repérage visuel s'impose, car à l'intérieur, c'est l'enfer. Le passage de porte, c'est important, parce qu'on ne sait pas ce qui se trouve derrière. L'équipier ouvre la porte, le chef d'équipe observe, regarde à l'intérieur, il s'annonce. Et après, il observe justement les fumées, il observe s'il voit quelque chose à l'intérieur, un feu, un foyer, n'importe. Et ensuite, il referme derrière. Et c'est pour cela qu'on est observé. Comment on appréhende en fait justement le danger. Là, il y a une petite communication qui se fait avec l'équipier et le chef d'équipe. Dans ce genre de situation, le mot confiance est très important. On ne doit pas se poser de questions à ce moment-là, parce qu'il faut intervenir rapidement. Maxime garde son sang-froid
et avance dans la fournaise, caméra thermique en main pour mesurer les points les plus chauds de la cuisine. Il y a toute cette partie stress, le stress thermique, le stress physique, le stress de ne pas réaliser la mission. Et puis en plus, vous êtes dans un environnement où vous êtes observé. Et puis, c'est votre formation. C'est une partie que les élèves un peu redoutent dans l'esprit de ne pas réussir ce passage-là. Dans l'action, face aux flammes impressionnantes, Maxime et son coéquipier oublient vite qu'ils sont observés par leurs supérieurs. La première fois quand on rentre dans un local sinistré, c'est déjà la chaleur qu'on ressent. En plus de cela, la mobilité elle est un peu réduite. La veste de feu, le surpantalon, l'appareil respiratoire, le casque. C'est vrai que ça peut gêner, on prend plus de place. On se dit bah, ça passe et finalement on est plus large, ça passe moins bien. Enfin... Les longues heures d'entraînement en caserne et leurs premières expériences leur offrent enfin l'occasion de faire la démonstration de leur maîtrise. Après une quinzaine de minutes, Maxime revient sur ses pas. La validation du brevet d'aptitude technique s'achève. Tout s'est bien passé, mais Maxime reste prudent sur le verdict. Pour des points perfectibles, là notamment lors de l'évolution pour l'établissement à l'étage concerné. Et allait un petit peu trop vite. Et du coup, j'arrivais pas à suivre derrière parce qu'il fallait que j'établisse le tuyau. Puis j'aurais dû lui dire de freiner un peu. Voilà. Les responsables délibèrent. Ça s'est passé très correctement. Une manœuvre qui a été bonne dans son ensemble. Maintenant, il lui reste à passer une épreuve écrite encore. Donc, il n'a fait qu'une partie du chemin. Mais il a validé son module. Maxime a réussi ses épreuves écrites. Il est aujourd'hui chef d'équipe et espère devenir chef d'agré, c'est-à-dire responsable d'un véhicule et de son équipage. Chaque année, environ 150 jeunes issus de toutes les régions de France deviennent marins-pompiers de Marseille. Direction cette fois à la caserne Saint-Pierre, située dans le 5e arrondissement de Marseille. Une équipe de marins-pompiers vient d'être appelée pour un accident de la route. Il vient de se dérouler sur un boulevard très fréquenté, à l'est de Marseille. Donc là, on part sur un accident de la circulation, VL, véhicule léger contre un 2 roues, scooter, a priori. Selon la gravité, souvent, on a des précisions sur l'ordre de mission. Et là, vu qu'on n'a rien, on ne sait pas trop. Ça peut être bénin, comme ça peut être un peu plus grave. On verra en arrivant. En journée, la circulation est dense dans la cité phocéenne. Les accidents de moto sont particulièrement graves à Marseille, car les boulevards qui traversent la ville sont larges. Ce sont souvent d'anciennes routes nationales. De quoi inciter les jeunes motards aux excès de vitesse. Ralenti, je te mets derrière, protection. Reste là, comme ça il nous voit dans le virage. Allez, c'est de balisage. Dès son arrivée, Lionel met immédiatement en place un balisage. Une signalisation pour sécuriser la zone et éviter le suraccident. Lors du choc, la victime a été éjectée à quelques mètres de sa moto. Une équipe de la caserne de Louvain est déjà sur place. Lionel évalue rapidement la situation. Qu'est-ce que t'as du coup? De Roussel? J'ai un médecin qui va arriver. Il est né en 97, donc il doit avoir 19 ans bientôt. Épaule droite, il n'a plus de sensibilité sur tout le membre supérieur droit. Il a le doigt là qui est démis, l'épaule qui est démise, on va couper pour voir un petit peu ce qu'il en est. L'air, elle vient de casser, donc il va mettre du temps à arriver. Okay. Je l'annule pas. Ça va, pas de problème. Il ne peut pas bouger. Donc prends pour l'instant en compte le balisage et tout. Après, on sortira il a tapé tout seul ou? Oui, en fait, il est arrivé de là-bas, là, il arrive vraiment à part son outil, il a tapé tout. La victime a une épaule démise, mais plus grave, elle a perdu toute sensation de son bras droit.
Lionel fait immédiatement son rapport au COSIM, le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de la ville de Marseille. Il s'agit d'un accident à la circulation de deux roues seules et non VL de roues. Actuellement, masculin 19 ans, conducteur du deux roues, blessé en cours d'examen par la VSAV 1 Louvain. VPI Saint-Pierre, ça trouve affirmatif. Vous avez l'AR Louvain qui est en rapport sur vous. L'AR de Louvain, l'ambulance de réanimation du service médical du bataillon de marins-pompiers de Marseille est en route. La moto descendait toute seule là, donc elle aurait loupé le virage, elle aurait heurté le mur à ce niveau à peu près. Après elle a glissé le long du trottoir et donc voilà. Ben, l'accident n'est pas impressionnant en lui-même, mais après, donc, vu l'état de la victime, c'est assez sérieux. Donc après, voir avec les médecins, le diagnostic des médecins. Après, on n'a pas de notion de vitesse, mais bon, la moto n'est pas en elle-même abîmée, mais c'est vrai que, ben, vu les protections qu'il avait, le casque, je pense qu'il y est pour beaucoup, pour y avoir sauvé la vie. La cité phocéenne est coutumière de ce type d'accident, car elle possède un réseau de voies de circulation unique en France. À Marseille, ce qui est spécifique, c'est donc beaucoup de population, donc beaucoup de gens sur les routes, plusieurs autoroutes qui rentrent dans la ville, plusieurs axes rapides. Sur ces voies rapides, les pilotes de grosses cylindrées et de scooters surpuissants s'en donnent à cœur joie et sont souvent les premières victimes. La tête du motard a heurté violemment un mur. Si le casque lui a sauvé la vie, sans blouson de protection, ce sont l'épaule et le bras droit du jeune homme qui ont absorbé tout le choc de l'accident. En attendant l'arrivée des secours médicaux, les marins-pompiers établissent un pré-diagnostic pour le médecin et surtout rassurent la victime qui souffre de ses blessures. Nous, dans ce genre d'intervention, on n'a pas de médicaments pour lui donner pour réduire sa douleur. Donc à part faire des maintiens pour les membres qui sont lésés, faire un maintien de tête pour éviter les lésions au niveau de la colonne, on ne peut pas faire plus en attendant le médecin. On essaye de rassurer au maximum la victime, en essayant d'y parler d'autres choses pour essayer de lui faire oublier la douleur et d'essayer toujours de garder contact avec la victime pour vérifier son état de conscience. On prie pour que le médecin arrive rapidement pour réduire la douleur de la victime. Faut pas que tu bouges, d'accord? En fait, tu vas bouger, tu dois te faire mal tout seul. Bon, moi, laissez-moi dormir, non, c'est rien. Et là, nous, on ne peut rien donner, on n'est pas médecin. Quand il y aura le médecin... Un jour de tous tes vaccins. Oui. Un médecin urgentiste du bataillon de marins-pompiers vient d'arriver sur les lieux. Il appartient au service médical du bataillon, qui est composé d'une équipe d'une trentaine de médecins, tous formés en médecine d'urgence et de catastrophe. Ces médecins militaires sont très expérimentés et effectuent plus de 10 000 interventions par an. Comme ça, le soir, t'as besoin d'un coup de main? Ça va aller. Il y a le médecin, il va te donner quelque chose, d'accord? Ah, si vous êtes là. Ici, oui. Il faut essayer un peu de bouger les doigts si c'est possible. Les doigts de où? Les doigts de cette main là, à Là. droite. J'y arrive pas. Et l'autre côté. Là, j'arrive. Lors de l'accident de moto, la victime, rendue fragile par sa tenue vestimentaire, réduite à un simple survêtement, a probablement subi plusieurs fractures. Il y a le médicament qui va passer, ça va faire effet. Le diagnostic n'est pas très bon. La victime présente bien une paralysie d'un côté. Tu veux y mettre le bracelet ou pas? Un marin-pompier lui maintient les cervicales pendant que le reste de l'équipe s'apprête à le transférer sur un brancard spécial. Tu te laisses les moquios. Pour déplacer sans risque la victime, les marins-pompiers utilisent une cuillère. Comme son nom l'indique, cette civière en deux parties peut se glisser sous la victime sans la soulever. Pendant la prise en charge, une infirmière du bataillon surveille les fréquences cardiaques, respiratoires, la tension artérielle. La victime ne semble plus souffrir. Les marins-pompiers transfèrent le pilote de la moto sur un brancard équipé d'un émidé, un matelas immobilisateur à dépression. Ce matelas est rempli d'air et de milliers de petites billes de polystyrène. Allez, on coquille, les gars. Ces billes bougent librement. On peut ainsi mouler le matelas autour de la victime. Maintiens au niveau de l'épaule, s'il te plaît. Puis, à l'aide d'une pompe, un marin-pompier aspire l'air du matelas. Non, non, non. Serre-le à fond, serre-le à fond. Alors la dépression plaque les billes les unes contre les autres et le matelas devient rigide. Grâce à cet équipement, le jeune homme sera parfaitement conditionné pour éviter la moindre déviation de sa colonne vertébrale et de ses cervicales lors de son transport aux urgences de l'hôpital.
C'est peut-être parce que je t'ai mal. C'est ça, oui, bâtiment. À Marseille, l'été, comme souvent dans les grandes agglomérations, des trompe-la-mort, toujours très sur deux, slaloment sur les autoroutes et les boulevards et roulent en t-shirt, sans casque. Avec 39 morts, Marseille a enregistré une hausse de 42% de motards tués pour l'année 2016. Marseille est protégée par 2500 marins-pompiers répartis sur 17 casernes dans la cité phocéenne. Pointe-Rouge intervient sur terre mais aussi sur mer. Aujourd'hui, un vent d'ouest puissant souffle sur le littoral méditerranéen. La Méditerranée devient menaçante. La vedette de la Société nationale de sauvetage en mer, armée par les marins-pompiers, va porter secours à un voilier et ses passagers à la dérive. Conçue pour sortir par tous les temps, cette vedette baptisée la Bonne Mère de Marseille est capable, avec ses 2 moteurs de 500 chevaux, d'effectuer des opérations de sauvetage par vent de force 9, c'est-à-dire 80 km/h. Insubmersible, en cas de tempête extrême, elle est auto-redressable. La vedette peut accueillir jusqu'à 21 personnes à son bord. Patrice, le patron, dispose de peu de temps pour porter secours aux voiliers en difficulté. On est appareillé, on sera sous zone dans 20 minutes. Le voilier à la dérive avec ses passagers se trouverait pris dans les courants au large de l'île de la Jarre, au sud de Marseille. Son safran, la partie immergée du gouvernail est cassée. Ils sont 6 à bord. Donc avarie de safran, actuellement ils ont mis le mouillage à l'eau, dans une dérive, ils sont 6 minutes dans les rochers, donc on va arriver à la récupérer avant. Voilà. Lorsque le vent souffle, cette partie du littoral est dangereuse. La houle et le vent projettent les voiliers en difficulté contre les rochers affleurants rendus acérés par l'érosion du temps. Ce jour-là, il y a une météo qui est pas très bonne. Le vent d'ouest s'est levé, la mer d'ouest également s'est levée, donc je suppose que le bateau va dériver rapidement sur la côte et peut-être même s'échouer sur la côte. Donc il faut intervenir rapidement. Il n'est pas rare que le vent du Ponant pousse des pointes jusqu'à 110 km/h et mette en difficulté des plaisanciers pour rejoindre leur base. Après 15 minutes de navigation, Patrice n'a toujours pas en vue le voilier et ses 6 passagers. Heureusement, la radio du voilier fonctionne toujours. Patrice joue contre la montre. Il y a quelques semaines, c'est un autre voilier pris dans la tempête qui s'était échoué sur les rochers. Après avoir porté secours aux passagers, la Bonne Mère de Marseille s'était lancée dans une opération de remorquage très délicate. Impossible pour la vedette d'approcher de la côte. Le patron de l'équipe de Pointe-Rouge ce jour-là envoya un plongeur de la section opérationnelle spécialisée aquatique en reconnaissance. Alors, situation, le bateau il est coincé par l'avant, l'arrière est juste embuté. Il y a un safran pété. Un safran pété? Un safran pété. Au-dessus de Chaumière, je pense qu'on a une voie d'eau. Il n'est pas rare qu'un safran brisé provoque une voie d'eau. En pareil cas, un remorquage devient compliqué. Surtout lorsqu'un voilier doit être extrait des rochers. Avec l'accord du propriétaire, les marins-pompiers remettent en douceur à flot le bateau. La brèche ne s'élargit pas et le voilier flottera jusqu'à bon port. Retour sur la Bonne Mère de Marseille, qui navigue en direction de l'île de Jarre pour porter secours à un voilier sans gouvernail, à la dérive, avec ses 6 passagers. Patrice et son équipage sont arrivés sur zone, mais toujours pas de voilier en vue. 65 nord, 521, 912 est.
À bord, les plongeurs sont prêts à intervenir. Sur la plage arrière, l'équipage dispose la remorque, c'est-à-dire le cordage, en serpentin, afin qu'elle soit accessible sans perdre une seconde. Enfin, le voilier et ses passagers sont repérés, à seulement une cinquantaine de mètres de la côte. Un orage menace. Alors, sans perdre un instant, Patrice donne l'ordre de lancer la remorque à un des skippers du bateau. On est prêt? On est prêt? Allez, c'est parti. Comme ça, nous, il est là, pareil. Comme ça. Il est là. On n'a pas droit à l'échec en fait. Surtout quand il y a du monde à bord d'un voilier, quand ils sont 8 qui sont fatigués par le temps également, quand on a un safran qui est cassé, que le bateau n'est pas manœuvrant, on ne peut pas se tromper. Le bateau est trop près des rochers, on ne peut pas le laisser à la côte, donc il faut mettre en place rapidement les manœuvres. L'opération se déroule sans encombre. Mais Patrice est inquiet car un voilier sans safran est difficile à remorquer, surtout quand la houle s'en mêle. Il sait d'expérience que la Méditerranée est la mer de tous les dangers. Les tempêtes ici ne préviennent pas. La mer peut être calme et devenir subitement furieuse. Si les vagues sont moins impressionnantes que dans l'océan Atlantique, elles sont souvent plus fréquentes, rendant plus difficile l'anticipation de la navigation. 50 mètres à l'eau. C'est bon? Ok. C'est bon. À une trentaine de mètres derrière la bonne mer, le voilier vogue dans tous les sens. Patrice craint que la tempête qui approche provoque une houle suffisamment forte pour le faire chavirer. Car le safran brisé l'empêche de naviguer dans l'alignement de la trajectoire de la vedette. Il va falloir prendre une décision. 17 de bonne mer. Ouais, donc la bonne mer, est-ce que tu peux éventuellement mettre l'encre flottante sur ton arrière là, pour éventuellement garder la ligne, l'axe bonne mer avec toi? Bon, ben, j'ai pas d'encre flottante à bord, par contre, je peux essayer avec ce que j'ai. Bah écoute, éventuellement faire un essai, bah ça va être chaud là pour m'empêcher la bonne. Ouais, ok, reçu. Seule solution pour stabiliser la trajectoire du voilier, mettre en place une ancre flottante sur le safran brisé. L'ancre flottante peut, en cas de tempête, sauver la vie d'un équipage. Dans des conditions de forte houle ou de vent extrême, ce dispositif en forme de petit parachute troué en son centre est attaché au bout d'un cordage et doit être placé au niveau du safran du voilier. Plongée dans l'eau, elle se remplit d'eau et freine le bateau et donc stabilise la route d'un voilier de moins de 25 mètres. Elle peut ainsi éviter un chavirage du voilier. Le bateau en question ne possède pas d'ancre flottante. Alors l'équipage a une technique spéciale pour la transférer. Quand on part avec un équipage qui est compétent et qu'on se connaît bien, comme on se connaît, c'est vrai que c'est facile après. Tous les gestes que va faire l'équipage, le geste est précis, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'interrogation. La précipitation fait qu'on pourrait se tromper, mais on ne se trompe pas. C'est pas possible. On est tellement entraîné pour ça qu'on ne peut pas se tromper. Et voilà, petit coup. Un des plongeurs prépare un cordage en boucle. Allez. Il va permettre à l'ancre flottante de glisser le long de la remorque. Allez, à Jacques Test. Quand tu veux, Jay. Puis avec la vitesse de la vedette, le parachute, une fois jeté dans la mer, se remplira d'eau. Avec le courant, l'ancre flottante devrait glisser le long de la corde pour rejoindre le voilier. Prends la garde, s'il te plaît. J'ai le homologué. On va mettre au cas de manœuvre. Bon. Oh, regarde, elle est chez eux. Elle est chez eux. Et l'effet est immédiat. Le bateau se redresse et s'installe dans le sillage de la vedette. Stabilisé, le voilier et ses passagers vont pouvoir rejoindre le port du Frioul sans craindre de chavirer. On va vous envoyer des homards. Vous mettez les œillets dans les taquets.
La section aquatique du bataillon de marins-pompiers de Marseille intervient toute l'année, et particulièrement durant la saison estivale. Et réalise en moyenne 260 interventions par an. Merci. C'est pas merci. C'est nickel là. Vous avez été vraiment audacieux. Bravo. Ouais, écoute, merci beaucoup. C'était le premier quart d'heure qui était dur. Non, après, quand il y avait le... Bravo. Au top du temps. Alors, donc, il y avait Jérôme. Merci Jérôme. Ouais. Le lancer de tuile. Ah, il est bon. Bon, à bientôt. Bye. Ciao, ciao. Une fois de plus, la vedette de Pointe-Rouge n'a pas failli à sa réputation de bonne mère de Marseille. L'intervention a parfaitement réussi. Dans 1 heure, cette nuit ou demain, l'urgence en mer remplira à nouveau le quotidien de ces marins-pompiers. Je me destinais à rentrer dans la police. J'ai fait des études de droit pour entrer dans la police. J'ai fait mon service militaire aux marins-pompiers. Et comme on dit, j'ai vu la lumière, je suis rentré, je ne suis plus jamais reparti. Ce qui me plaît dans ce métier aussi, c'est la montée d'adrénaline. Donc quand on reçoit l'ordre de mission, malgré ce qu'il y a écrit sur notre ticket de départ, on ne sait jamais sur quoi vraiment on va tomber. Ce qui me plaît, c'est l'action, c'est pas d'avoir de monotonie au travail. Chaque jour est différent, de venir au secours et à la population, à la détresse des gens. Voilà, on se sent, comment dire, utile.